le couteau trancha l'air comme un cri étouffé, effleurant à peine la peau du cou de Julien avant de s'immobiliser, tremblant dans la main de sa femme. « Tu mens depuis 20 ans, Julien. 20 ans de mensonges pour nos filles, pour moi, hurla-t-elle, les yeux noyés de larmes, tandis que la lame scintillait sous la lumière crue de la cuisine parisienne. Et dans ce silence qui suivit, Julien, le cœur battant, murmura enfin, « Ce n'est pas un mensonge, Elisabeth. C'est ma vérité. » Paris, cette ville des amours éternels et des cœurs brisés, s'étalait sous un ciel d'octobre pluvieux, comme si le temps lui-même pleurait pour les secrets enfouis. Julien Moreau, professeur d'histoire à la Sorbonne, âgé de 47 ans, rentrait chez lui ce soir-là avec une lourdeur dans les épaules qui n'était pas seulement due à sa serviette remplie de copies annotées. Il avait 47 ans, un âge où l'on devrait savourer les fruits d'une vie bien menée, une épouse aimante, 2 filles adorables, Sophie, 19 ans, étudiante en art à la Beaux-Arts, et Léa, 16 ans, encore au lycée, et une carrière respectable qui le faisait respecter de ses pairs. Mais Julien portait un fardeau invisible, un secret qui rongeait ses nuits comme une ombre dans les couloirs du Louvre. Elisabeth l'attendait dans le salon de leur appartement haussmannien du Marais, les bras croisés, le visage pâle sous la lumière tamisée de la lampe Tiffany. Elle avait 45 ans, une avocate brillante au barreau de Paris, avec des cheveux châtains coupés au carré et des yeux verts qui jadis l'avaient ensorcelée lors d'une soirée d'été à Saint-Tropez. Leur mariage avait été un conte de fées moderne, rencontre fulgurante, noces intimes à la mairie du 7e arrondissement, puis la naissance de Sophie, puis Léa. Mais au fil des ans, les nuits s'étaient allongées en silence, les caresses en excuses polies, et Julien s'était réfugié dans ses livres d'histoire, dans les vies d'hommes illustres qui avaient osé aimer contre vent et marée, Oscar Wilde, Alan Turing, ces ombres du passé qui murmuraient à son oreille « Libère-toi ». Ce soir-là, après des mois de thérapie conjugale infructueuse, Julien avait décidé de parler. Pas de divorce, pas encore, juste la vérité. Il posa sa serviette sur le parquet ciré, ôta son écharpe grise, et s'assit en face d'elle sur le canapé de velours vert. « Elisabeth, il faut que je te dise quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû dire il y a longtemps. » Sa voix tremblait, comme celle d'un étudiant lors d'un oral. Elle haussa un sourcil, un geste qu'il connaissait bien, l'avocate en elle flairait déjà le piège. « Je t'écoute. » Sa réponse fut sèche, mais ses doigts pianotaient nerveusement sur la coudoir. Julien inspira profondément, sentant l'odeur familière du jasmin de son parfum mélangée à celle du dîner refroidi, un coq au vin qu'elle avait préparé en attendant son retour. Je ne t'aime plus comme un mari devrait aimer sa femme. Ce n'est pas ta faute. C'est moi. Je suis gay. Les mots sortirent comme un souffle, libérateur et terrifiant à la fois. Le silence qui suivit fut assourdissant, seulement brisé par le tic-tac de l'horloge ancienne sur la cheminée. Elisabeth se leva d'un bond, renversant son verre de vin rouge sur le tapis persan. Le liquide s'étala comme une blessure ouverte. Gay? Toi? Après 20 ans? Tu te moques de moi, Julien. C'est une crise de la quarantaine, une blague de mauvais goût. Sa voix montait en crescendo, passant de l'incrédulité à la fureur. Elle marcha de long en large, ses talons claquant sur le sol, tandis que Julien restait assis, les mains jointes, les yeux baissés. Il revoyait en un flash ses années de compromis, les dîners familiaux où il souriait mécaniquement, les voyages à la campagne où il prétextait une migraine pour s'isoler avec un livre, les nuits où il se tournait et se retournait, hanté par des rêves d'hommes aux épaules larges et aux regards intenses. « Ce n'est pas une blague, murmura-t-il enfin, levant les yeux vers elle. J'ai toujours su, au fond de moi. Mais j'ai essayé d'être l'homme que tu méritais, le père que nos filles méritent. J'ai étouffé ça pour vous. » Elle s'arrêta net, le fixant avec une intensité qui le fit frissonner. Puis, dans un geste imprévu, elle attrapa le couteau à fruits sur la table basse, un geste théâtral, pas menaçant, mais chargé de toute la douleur accumulée. C'est là que le drame avait commencé, ce geste qui avait failli tout basculer. Le couteau trancha l'air, effleurant son cou, et Julien sentit une larme couler sur sa joue. « Tu as détruit notre vie, Julien. Et maintenant, qu'allons-nous dire aux filles? » Les filles. Sophie et Léa. Elles rentreraient le lendemain soir de leur semaine de vacances scolaires chez une tante en Normandie. Julien avait tant redouté ce moment, leur expliquer que leur père, cet homme stable, professeur érudit qui les emmenait au musée Rodin les dimanches pluvieux, n'était pas celui qu'elle croyait. Sophie, avec son esprit rebelle et ses piercings discrets, avait toujours été curieuse de ses silences. Léa, la rêveuse, écrivait des poèmes sur l'amour impossible dans son journal. Comment pourrait-elle comprendre?
La nuit se passa en cris étouffés et en pleurs. Élisabeth dormit dans la chambre d'amis, Julien sur le canapé, écoutant la pluie marteler les carreaux. Au petit matin, hagard, il prépara le café, mais elle était déjà partie au cabinet. Un mot sur la table, on en reparle ce soir. Pour les filles. Il hocha la tête dans le vide, sentant le poids du monde sur ses épaules. La journée à la Sorbonne fut un supplice, ses étudiants, ses jeunes visages avides d'histoire, semblaient le juger en silence tandis qu'il débitait sa leçon sur la Révolution française, sur les libertés arrachées au prix du sang. Le soir venu, les filles arrivèrent, rieuses et bronzées, leurs valises bourrées de coquillages normands. Sophie, grande et élancée avec des cheveux noirs en cascade, embrassa Julien sur les 2 joues. « Papa. T'as l'air crevé. La fac te tue ?» Léa, plus petite, aux boucles rousses et aux yeux verts hérités de sa mère, se blottit contre lui. « On t'a ramené du cidre. Et un poème pour toi, sur les marais. » Leur innocence le transperça comme une lame plus aiguisée que celle de la veille. Le dîner fut tendu. Élisabeth avait commandé des sushis, un compromis pour ne pas cuisiner. Autour de la table en acajou, sous le lustre en cristal, les baguettes cliquetaient nerveusement. Julien sentait le regard d'Élisabeth sur lui, un appel au silence. Mais Sophie, intuitive comme toujours, posa ses baguettes. « Bon, y a un truc qui cloche. Maman, papa, vous vous êtes disputés ? Encore ?» Léa hocha la tête, mordillant sa lèvre. Élisabeth échangea un regard avec Julien, puis soupira. « Il faut qu'on vous parle, les filles. C'est important. » Julien prit une gorgée de vin, son cœur cognant comme un tambour de guerre. Il posa son verre, et les mots sortirent, plus clairs cette fois, « Mes chéris, papa et maman ne s'aiment plus comme avant. Et papa a quelque chose à vous dire sur lui-même. » Le silence tomba, lourd comme la brume sur la Seine. Sophie plissa les yeux, attendant. Léa serra sa serviette en papier. Julien inspira, « Je suis gai. J'aime les hommes. J'ai caché ça pendant des années, pour notre famille. Mais je ne peux plus. » Élisabeth baissa la tête, une larme coulant sur sa joue. Les filles se regardèrent, puis éclatèrent de rire. Un rire franc, libérateur, qui résonna dans l'appartement comme un soleil perçant les nuages. Sophie tapa dans ses mains. « Papa. Sérieux ? On le savait depuis des plombes. » Léa hocha la tête vigoureusement. « Ouais. Souviens-toi, Sophie, quand on t'a trouvé ce magazine sur Wild dans ta chambre d'ado. Et tes regards sur ce prof de gym au lycée ?» Julien resta bouche bée, le monde chavirant. Élisabeth releva la tête, stupéfaite. « Quoi ? Vous saviez ?» Sophie haussa les épaules, un sourire malicieux aux lèvres. « Papa, t'es pas discret. Et on s'en fout. On t'aime, point. C'est maman qu'on plaint un peu. Léa rit de plus belle. On va t'aider à trouver un mec canon. Genre, un artiste ou un barista sexy. » Ce rire inattendu fut le premier rayon de lumière dans la tempête. Julien sentit les larmes monter, mais de joie cette fois. Ces filles, ces adolescentes qu'il avait en craint de blesser, étaient son bouclier. La soirée se transforma en une discussion animée, entre rire et câlin, où Sophie raconta ses soupçons nés d'un film sur Brokeback Mountain regardé en cachette, et Léa avoua avoir lu s'aimer par accident un échange innocent avec un collègue, chargé d'une tendresse qu'ils n'avaient jamais eue pour leur mère. Élisabeth, d'abord choquée par cette complicité, finit par sourire faiblement. Peut-être qu'on peut tous s'en sortir, alors. Mais sous cette euphorie, Julien sentait déjà les fissures. Le divorce serait inévitable, et avec lui, les ragots à la Sorbonne, les jugements des amis du quartier. Et surtout, ce vide en lui, 20 ans de répression avaient laissé une soif immense d'amour vrai. Ce soir-là, couché dans son lit froid, il rêva pour la première fois d'un homme aux yeux bleus, dans un café enfumé du quartier latin. Son nom ? Clément. Un nom qui sonnait comme une promesse. Les jours suivants filèrent dans un tourbillon administratif, rendez-vous avec l'avocat d'Élisabeth, papier de séparation à signer dans un bureau gris du palais de justice. Julien emménagea temporairement chez un collègue, un appartement exigu près de la Bastille, meublé de livres jaunis et d'une vue sur les toits de zinc. Ses cours à la Sorbonne devinrent un refuge, il parlait de la belle époque avec une passion renouvelée, comme si les amours interdites de Marcel Proust étaient les siennes. Ses étudiants, mélange d'idéalistes et de cyniques,
sentait le changement en lui, une légèreté dans le pas, un sourire plus franc. Sophie et Léa, fidèles à leurs promesses, devinrent ses complices. Sophie, avec son réseau d'artistes bohèmes, l'emmena à une expo photo dans le Marais. « Papa, regarde ce type là-bas. Il te mate. » Julien rougit, mais osa un regard. L'homme, la trentaine, barbu et tatoué, sourit en retour. Mais ce n'était pas lui. Pas encore. Léa, plus romantique, lui envoya des liens vers des apps de rencontres. Grindr, papa? Sérieux, c'est le futur. Il rit, mais n'osa pas. Pas tout de suite. C'est lors d'une promenade solitaire le long de la Seine, un soir de novembre frisquet, que tout bascula. Les feuilles mortes craquaient sous ses bottes, les lumières des bateaux-mouches dansaient sur l'eau noire. Julien s'arrêta sur le pont Neuf, contemplant Notre-Dame silhouette contre le ciel. Et là, adossé au parapet, un homme fumait une cigarette, le profil éclairé par un réverbère. Cheveux châtains ébouriffés, veste en cuir usé, un air de mélancolie qui rappelait les poètes maudits. Leurs regards se croisèrent, et Julien sentit son cœur s'emballer haut pour la première fois, sans peur. « Belle soirée pour philosopher, » dit l'homme d'une voix grave, avec un accent du sud-provençal, peut-être. Julien sourit, surpris par sa propre audace. Ou pour se confesser. « Je m'appelle Julien. » L'homme écrasa sa cigarette, tendant la main. « Clément. Et si on confessait autour d'un verre ?» Ce fut le début. Clément, 38 ans, libraire dans une petite boutique de la rue de Birague, spécialisée en littérature queer et en poésie française. Veuf, son partenaire perdu dans un accident de moto 5 ans plus tôt, il portait sa peine comme une armure élégante. Ils parlèrent des heures aux zinc d'un bar à absinthe, de Verlaine et Rimbaud, de coming out tardif et de la peur de l'amour. Julien raconta son divorce, la réaction miraculeuse de ses filles, Clément, son deuil, sa renaissance dans les pages jaunies des livres. À minuit, sous une pluie fine, Clément effleura sa main. « Reviens demain. Pour un café. Ou plus. » Julien rentra chez son collègue, le cœur en feu. Pour la première fois, il se sentit vivant. Les semaines suivantes furent un ballet délicat entre ombre et lumière, comme ces valses de la belle époque que Julien enseignait à ses étudiants. D'un côté, le divorce progressait, Elisabeth, pragmatique, négociait la garde partagée des filles et la vente de l'appartement, avec une dignité qui forçait l'admiration. « Je t'en veux, Julien, mais pas autant que je me déteste d'avoir fermé les yeux, » avoua-t-elle un après-midi au café de Flore, où il sirotait des expressos amers. On a tous les deux failli à être honnêtes. Il hocha la tête, reconnaissant, et ils scellèrent une trêve fragile, amis pour les filles, ex pour le reste. De l'autre, Clément entrait dans sa vie comme un rayon de soleil filtrant par une lucarne. Leur rencontre était des parenthèses volées, un déjeuner dans la boutique de Clément, entouré d'étagères croulant sous les volumes de Genet et de Yourcenar, une balade dans le jardin des Tuileries, où ils se tenaient la main discrètement, évitant les regards curieux des touristes. Clément était un feu doux, pas flamboyant, il cuisinait des ratatouilles provençales dans son studio étroit de Belleville, lisait des passages de Le Rivage des Sirtes à voix haute, et touchait Julien avec une tendresse qui effaçait 20 ans de solitude. « Tu es comme un vieux vin, Julien, » murmurait-il un soir, leurs corps enlacés sur un lit au drap froissé. Complexe, profond, et prêt à être savouré enfin. Julien, libéré, s'ouvrait comme une fleur au printemps. Il confia à Clément ses peurs les plus intimes, la honte d'avoir menti à Elisabeth, la terreur que ses filles, malgré leur soutien, ne le voient un jour comme un étranger. Clément, avec sa sagesse forgée au creuset du deuil, l'écoutait sans juger. « L'amour n'est pas une ligne droite, mon cœur. C'est un fleuve, avec ses méandres et ses crues. Tes filles t'aiment pour ce que tu es, pas pour ce que tu feins d'être. » Et dans ces nuits partagées, Julien découvrit son corps, son désir des baisers fiévreux sous la douche, des caresses lentes qui faisaient chanter ses veines. Sophie et Léa, ses fées bienveillantes, approuvèrent Clément dès la première rencontre. C'était un dimanche midi, dans un bistrot de Montmartre aux nappes à carreaux. Clément arriva avec un bouquet de lavande et un recueil de poèmes de Prévert pour Léa, qui rougit de plaisir. Sophie, espiègle, le bombarda de questions, « T'es Team Proust ou Team Gide ? Et papa, il ronfle ?» Clément rit, un son grave et chaleureux. « Proust, pour les madeleines de l'enfance perdue. Et pour le ronflement. On improvise une berceuse. » Léa gloussa, et Julien, observant cette scène, sentit une chaleur l'envahir, sa famille recomposée, sans phare, sous le regard indulgent de Paris.
Mais le monde extérieur n'était pas aussi clément. À la Sorbonne, les murmures commencèrent. Un collègue, Pierre, un historien traditionnaliste aux moustaches grisonnantes, le coinça après un séminaire. « Julien, on parle de ton changement. Attention, l'université a ses codes. Et tes étudiantes? Elles te verront différemment. » Julien serra les dents, répondant d'un ton posé, « Mes étudiantes apprennent l'histoire, Pierre. Pas les ragots. » Mais intérieurement, la blessure saignait. Il se rappelait les lois anti-LGBT de l'Ancien Régime, ces persécutions qu'il enseignait avec détachement. Maintenant, elles étaient siennes. Pire encore, la trahison vint de là où il ne l'attendait pas, Élisabeth. Non pas par malveillance, mais par une faiblesse humaine. Lors d'une soirée entre amis au ces dîners mondains du Marais où le vin coulait à flots, elle avait bu trop de chardonnay et laissé échapper la nouvelle. Julien est parti. Il est gay. À 47 ans. Qui l'eût cru? Les rires fusèrent, d'abord nerveux, puis moqueurs. Le prof coincé? Avec un mec? Ça doit être comique. L'histoire se répandit comme une traînée de poudre, texto aux copines, post discret sur Facebook, et bientôt, des regards en coin lors des rencontres parentales au lycée de Léa. Clément fut le premier à le consoler, lors d'une nuit orageuse où la foudre illuminait les toits de Belleville. Julien arriva trempé, les yeux rougis. Il me juge, Clément. Comme un scandale ambulant. Clément l'enlaça, frottant son dos mouillé. Paris est une ville de juges et de poètes. Laisse-les juger, nous vivons. Ils firent l'amour avec urgence, comme pour défier la tempête, et au matin, Julien se réveilla avec une résolution, il écrirait. Pas un traité historique, mais un journal intime, des fragments sur l'amour tardif, qu'il partagerait peut-être un jour avec ses étudiants. Les filles, sentant la tourmente, montèrent au créneau. Sophie organisa une soirée coming out party improvisée dans l'appartement en vente, ballon arc-en-ciel, playlist de Queen et de Daft Punk, et un gâteau au chocolat avec le papa super gay écrit en glaçage. Léa invita ses amis du lycée, un mélange de geeks et d'artistes qui acclamèrent Julien comme un héros. T'es courageux, monsieur Moreau. On veut tous un prof comme toi maintenant. Pour la première fois, Julien rit de bon cœur, dansant maladroitement sur I Want to Break Free. Clément, à ses côtés, murmura, tes filles sont des guerrières. Et toi, leur général. Pourtant, le conflit couvait. Élisabeth, rongée par la culpabilité de sa fuite verbale, confia à Julien lors d'une garde partagée, j'ai tout gâché en parlant. Mais j'ai peur pour les filles. Et si la société les brise à cause de toi? Julien, blessé, rétorqua, c'est à cause de notre silence passé qu'elles auraient souffert. Maintenant, elles sont fortes. La dispute s'enflamma, réveillant les vieilles blessures, elle l'accusa de lâcheté pour avoir attendu si longtemps, il la blâma pour son indiscrétion. Ils se séparèrent en larmes, mais promirent une thérapie familiale. Noël approchait, et avec lui, une trêve forcée. La famille se réunit dans la maison de la tante en Normandie, sous un sapin scintillant et l'odeur de dinde rôtie. Clément fut invité, timide au début, mais conquis par les jeux de Léa et les débats littéraires avec Sophie. Élisabeth, distante, observa en silence. Ce soir-là, autour du feu de cheminée, Sophie leva son verre de cidre, à nous, la famille arc-en-ciel. Et à papa, qui nous a appris que l'histoire serait écrite. Les rires fusèrent, mais Julien vit dans les yeux d'Élisabeth une ombre, la jalousie, peut-être, ou le regret d'un amour perdu. De retour à Paris, l'idylle avec Clément s'approfondit. Ils voyagèrent à Lyon pour un week-end, dormant dans une chambre d'hôtel avec vue sur la Saône, explorant les traboules et les marchés au fromage. Clément confia son passé, son amour pour Marc, cet artiste fou qu'il avait emmené en moto à travers la Provence, jusqu'au crash fatal sur une route sinueuse. J'ai cru que je ne pourrais plus aimer. Puis tu es arrivé, avec tes silences profonds et tes mains savantes. Julien, ému, l'embrassa sous les étoiles, promettant, je ne te laisserai pas partir. Mais le destin, ce farceur, prépara une embûche. Au printemps, un article anonyme parut dans le journal universitaire, le coming out tardif d'un professeur, scandale ou renaissance? Signé d'un pseudonyme, mais Julien reconnut la plume de Pierre, son collègue envieux. Les détails étaient intimes, le divorce, les filles, même un vague allusion à Clément. La Sorbonne bruissa, et Julien fut convoqué par le doyen, pas de sanction, mais prudence. L'image de l'université. Clément,
furieux, voulut confronter Pierre, mais Julien l'en dissuada. C'est ma bataille. Avec le soutien de ses filles, il rédigea une réponse publique, un essai sur l'histoire des identités queer en France, publié dans Le Monde. À 47 ans, je ne suis pas un scandale. Je suis un homme qui renaît. Les réactions furent mitigées, soutiens enflammés des progressistes, attaques homophobes des conservateurs. Mais Clément fut là, solide comme un chêne provençal. L'été arriva, chargé de promesses. Sophie partit en stage à New York pour voir le monde gay américain, papa. Et Léa en colo en Bretagne. Julien et Clément louèrent une maison en Provence, près d'Aix, pour 2 semaines de paix. Les champs de lavande s'étendaient à perte de vue, et ils marchaient nus dans la chaleur, riant comme des adolescents. Une nuit, sous un ciel étoilé, Clément mit un genou à terre, pas une bague, mais un vieux livre de poésie, Épouse-moi, Julien. Pas légalement, mais dans nos cœurs. Les larmes coulèrent, et Julien dit oui, scellant leur union d'un baiser salé. Pourtant, la trahison ultime guettait. De retour à Paris, Elisabeth appela en pleurs, j'ai rencontré quelqu'un. Mais c'est un collègue de Pierre. Il sait tout, et il m'a dit que Clément. Clément a un passé trouble. Une dette, des mensonges sur son deuil. Julien, le cœur serré, confronta Clément. Dis-moi la vérité. Clément avoua une addiction au jeu après la mort de Marc, une dette remboursée depuis, mais qu'il avait cachée par honte. Je t'aime, Julien. Ça, c'est vrai. La confiance ébranlée, Julien s'isola, marchant des heures le long de la Seine. Ses filles, alertées, volèrent à son secours, papa, l'amour n'est pas parfait. Clément t'adore. Et nous, on vote pour lui. Leur réaction encore une fois surprenante, inconditionnelle le fit fondre. Il pardonna, et le couple se renforça, plus vulnérable mais plus vrai. L'automne revint, drapant Paris d'un manteau ocre et rouge, comme si la ville elle-même se parait pour un bal masqué de regret et de renaissance. Julien, fort du pardon accordé à Clément, se lança dans un projet ambitieux, un séminaire à la Sorbonne sur les identités queer dans l'histoire française moderne. Les inscriptions affluèrent, attirant non seulement des étudiants, mais aussi des militants, des curieux, et même des journalistes. Pierre, l'instigateur de l'article calomnieux, s'était excusé platement lors d'une pause café. J'étais jaloux de ton audace, Julien, et une trêve académique s'installa. Mais les cicatrices persistaient, comme des veines sous la peau. Clément, de son côté, prospérait. Sa librairie, Les Pages oubliées, devint un havre pour la communauté LGBT, soirée lecture avec des auteurs comme Édouard Louis, atelier d'écriture pour Coming Out. Julien y participait parfois, lisant des extraits de son journal intime sous les applaudissements timides. Leur vie à deux s'organisait, Clément emménagea dans l'appartement rénové de Julien, rue des Francs-Bourgeois, avec ses bibliothèques vitrées et son balcon fleuri de géraniums. Les matins étaient faits de croissants chauds et de café au lait, les soirs de vin et de jazz Coltrane. Mais le conflit intérieur de Julien bouillonnait toujours. Malgré l'amour de Clément, malgré le soutien de ses filles, il se réveillait parfois en sueur, hanté par le fantôme d'Élisabeth. Pas par désir, non, cet amour-là était mort-né, mais par culpabilité. Lors d'une séance de thérapie solo, il confia à la psychologue, une femme aux lunettes rondes et à l'accent alsacien, « J'ai peur d'avoir volé à mes filles une enfance normale. Et si elles en souffrent plus tard ?» Elle sourit doucement. « La normalité est un mythe, monsieur Moreau. Vos filles grandissent dans l'authenticité. C'est le plus beau cadeau. » Sophie, de retour de New York avec un piercing au nez et des rêves de galerie d'art, valida ces mots. « Papa, là-bas, j'ai vu des prides monstrueuses, des familles queer partout. Toi, t'es un pionnier français. Et Clément ? Il est mignon, mais apprends-lui à danser salsa. » Léa, entrant en terminale, écrivait un mémoire sur les poètes gays du XIXe siècle, citant Julien comme source vivante. « T'es ma muse, papa. » Leur admiration était un baume, mais aussi un poids, et si un jour, leur surprise initiale se muait en déception ? Le vrai orage éclata lors d'une réception à l'hôtel de ville, pour la journée mondiale contre l'homophobie. Julien y était invité comme orateur, aux côtés de militants chevronnés. Clément l'accompagna, élégant dans un costume slim, la main dans la sienne. Elisabeth était là aussi, avec son nouveau compagnon, un architecte nommé Laurent, un homme solide, aux tempes grisonnantes, qui traitait Julien avec une courtoisie distante. Les discours fusèrent, appel à l'égalité, témoignages déchirants.
Puis vint le tour de Julien. Il monta sur l'estrade, le micro tremblant légèrement, et parla du cœur. À 47 ans, j'ai divorcé et révélé ma vérité. Mes filles m'ont surpris par leur amour inconditionnel. Elles m'ont appris que la famille n'est pas de sang ou de loi, mais de choix. Les applaudissements crépitèrent, mais au premier rang, un homme se leva, un parent d'élève de Léa, un homophobe notoire du quartier. Mensonge. Vous corrompez la jeunesse avec vos perversions. Et vos filles? Elles grandiront traumatisées. Le silence tomba, poisseux. Clément se raidit, prêt à intervenir. Elisabeth pâlit. Mais avant que Julien ne réagisse, Sophie, qui s'était faufilée dans la salle, bondit sur scène, micro en main. Traumatisé. Monsieur, mes sœurs et moi, on est fiers de notre père. Il nous a montré le courage. Vous parlez de perversion, nous, on parle d'amour. Léa, dans la foule, cria « Bravo, papa. On t'aime ». La salle explosa en ovations, et l'homme fut escorté dehors. Julien, les larmes aux yeux, serra ses filles dans ses bras sous les flashs des photographes. « Vous êtes incroyables » murmura-t-il. Ce moment devint viral, les filles Moreau, héroïnes de l'amour filial, titra Le Figaro. La réaction du monde surprit même Julien, des messages de soutien affluèrent, de l'étranger comme de France, transformant son coming out en symbole. Mais la trahison, cette vipère, frappa plus bas. Clément, sous la pression de cette notoriété soudaine, craqua. Une nuit, après une dispute futile sur l'argent, la librairie peinait, et Julien proposait d'aider. Il avoua « J'ai revu un vieil ami. Juste pour parler. Mais il m'a embrassé. J'ai reculé, Julien, je le jure. » Le monde de Julien s'effondra. Après tout ça? Tu me trahis? Clément pleura, suppliant, c'est la peur. La célébrité te change, et moi, je me sens petit. Julien le mit dehors, le cœur en lambeaux, dormant seul dans leur lit qui puait encore son parfum de lavande. Les jours suivants furent un enfer. Julien annula ses cours, se réfugiant dans des promenades solitaires au Père-Lachaise, méditant sur les tombes d'Oscar Wilde et de Proust. L'amour est une illusion, se murmurait-il. Elisabeth, apprenant la nouvelle par Sophie, l'appela « Reviens vers nous, Julien. Pas comme mari, mais comme père. Laisse-le partir. » Mais les filles refusèrent, « Papa, Clément t'aime. Il a merdé, mais qui n'a pas? On lui donne une chance, pour toi. » Leur insistance, cette fois encore surprenante, força Julien à réfléchir. Il rencontra Clément dans leur café habituel, sous la pluie battante de novembre. « Pourquoi » demanda-t-il simplement. Clément, les yeux cernés, répondit « Parce que j'ai peur de te perdre dans cette lumière. Mais sans toi, je suis dans le noir. » Ils pleurèrent, se réconcilièrent dans une étreinte désespérée, promettant thérapie de couple. L'amour, songea Julien, n'était pas linéaire, c'était un combat. Noël ce année-là fut un recommencement. Dans la maison normande, avec Elisabeth et Laurent en invité surprise, la famille élargie, y compris Clément, pardonnait, partagea un festin. Sophie offrit à Julien un portrait de deux, dessiné à New York, pour que tu te souviennes. Léa lut un poème sur la résilience. Et Clément, discret, glissa une bague simple à son doigt sous la table, pour toujours, cette fois. Mais le destin, capricieux, réservait un dernier coup. Au Nouvel An, un appel de l'hôpital, Pierre, le collègue, avait fait une tentative de suicide, rongé par sa propre homophobie refoulée. Julien, Clément à ses côtés, le visita. « J'ai été un lâche » murmura Pierre. Julien, magnanime, répondit « On l'est tous, parfois. Laisse-moi t'aider à trouver ta vérité. » Ce geste humanitaire, relayé par la presse, boucla le cercle, de la trahison naissait la compassion. L'hiver 2026 s'installa sur Paris comme un manteau de velours gris, étouffant les rues d'une humidité qui collait à la peau. Julien, à 50 ans passés de quelques mois, se surprenait à contempler son reflet dans les vitrines embuées, des rides plus profondes autour des yeux, mais un éclat nouveau, forgé au feu des épreuves. Le séminaire sur les identités queer avait été un triomphe prolongé pour un semestre entier, avec des invités comme des historiens de la Stonewall transposés au contexte français. Clément, stabilisé par la thérapie, avait transformé sa librairie en centre culturel, organisant des ateliers de résilience post-déhuile. Leur couple, cicatrisé, fleurissait en une intimité profonde, matin paresseux à lire Le Monde au lit, soirée à cuisiner des bouillabaisse en écoutant du Brassens.
Elisabeth, de son côté, avançait. Avec Laurent, elle avait acheté un appartement dans le VE arrondissement, près du Panthéon, et les filles naviguaient entre deux foyers avec une aisance qui émerveillait Julien. C'est comme un roman de Zola, plaisantait Sophie lors de ses visites, un verre de rosé à la main. Des amours croisés, mais sans drame. Léa, maintenant en première, excellait en littérature, rédigeant un essai sur Maurice de Forster qui fit pleurer Julien de fierté. Tu m'as inspiré, papa. L'amour caché, puis révélé. Pourtant, sous cette sérénité, le conflit mijotait. La notoriété de Julien attira les vautours, un producteur de télévision proposa un docu-série sur son coming out, Le professeur Arc-en-Ciel, avec interview des filles et reconstitution théâtrale. Ça touchera des millions, s'enthousiasma le type, un barbu en jean slim. Clément tempêta, c'est notre vie, pas un soap opéra. Julien hésita, tentant, et si c'était pour aider les autres? Mais au fond, il craignait l'exposition aux léennes en ligne, déjà virulente après l'incident à l'hôtel de ville, pourrait blesser ses filles. Sophie et Léa, surprises une fois de plus, poussèrent pour l'acceptation. Papa, imagine, des pères comme toi, qui osent enfin, argua Sophie, les yeux brillants. Léa ajouta, et on sera consultant. Pas de mensonge. Elisabeth, neutre, conseilla, protège-toi, Julien. Mais si ça guérit. Finalement, il signa, et le tournage commença, caméra dans l'appartement, sur le pont des Arts où il avait rencontré Clément, dans la cuisine du divorce. Clément, réticent, posa pour des plans tendres, mais Julien vit la faille, la jalousie refaire surface, alimentée par les compliments des techniciens sur le charisme de Julien. La trahison surgit lors d'une pause tournage, dans un hôtel du 16e. Clément, envoyé pour une livraison de livres, surprit Julien en conversation animée avec le réalisateur, un jeune homme de 30 ans, aux boucles blondes et au sourire charmeur. Rien de plus, mais Clément, hanté par son propre faux pas passé, interpréta mal, un texto rageur, encore un admirateur. Je m'en vais. Julien, furieux, le rattrapa au téléphone, c'est paranoïaque. Après tout ce qu'on a traversé? Clément raccrocha, et disparut pour 2 jours. Le vide fut abyssal. Julien annula le tournage, s'enferma avec un magnum de Bordeaux, revivant les doutes. Suis-je condamné à la solitude, se demanda-t-il, marchant sous la tour Eiffel illuminée, où les couples s'embrassaient sans peur. Ses filles, alertées par Elisabeth, débarquèrent, Sophie avec des sushis, Léa avec un playlist de chansons d'amour queer. Papa, Clément flippe parce qu'il t'aime trop. Par lui. Leur sagesse, cette réaction instinctive d'amour, le propulsa. Il trouva Clément dans la librairie, entouré de cartons vides où il emballait, prêt à fuir en Provence. Ne pars pas, supplia Julien, tombant à genoux. J'ai merdé, en acceptant le film sans te consulter. Mais toi. Ton doute me blesse. Clément, en larmes, avoua, je suis un survivant, Julien. Marc m'a laissé briser, et toi, tu me répares. Mais la peur. Ils s'étreignirent au milieu des rayonnages, et Julien murmura, alors réparons ensemble. Sans caméra. Le docu fut abandonné, mais l'incident forgea leur lien, ils partirent en retraite à Deauville, face à la mer Normande, où les vagues chantaient la résilience. Là, sous un ciel d'orage, Clément confia un secret, j'attends un enfant. Pas biologie, mais adoption. J'ai commencé les démarches seul, par peur de te charger. Julien, stupéfait, rit et pleura, un enfant? Avec toi? C'est le plus beau cadeau. Leurs filles, apprenant la nouvelle, explosèrent de joie, un petit frère. On va être tati cool. Le printemps apporta le vrai test. Pierre, guéri de sa crise, contacta Julien, j'ai un aveu. J'ai saboté ton mariage, autrefois. J'ai dit à Elisabeth des rumeurs sur toi, pour te garder et disponible je t'aimais, en secret. La révélation frappa comme un coup de tonnerre, la trahison originelle, celle qui avait peut-être précipité le silence de Julien. Elisabeth, confrontée, pleura, je n'ai pas cru, mais ça a planté le doute. Julien, au lieu de haïr, organisa une rencontre à 4 avec Clément et Pierre. Le pardon n'efface pas, mais libère, dit-il, citant Mandela dans un français teinté d'humanisme. Pierre, brisé, s'ouvrit, coming out à 60 ans, thérapie, premier baiser avec un homme dans un parc de Vincennes. Tu m'as sauvé, Julien. Ce cercle de vérité, sous les marronniers en fleurs, fut cathartique.
Clément serra la main de Pierre, bienvenue au club des tardifs. L'été culmina en un voyage familial en Toscane où Elisabeth, Laurent, les filles, Julien et Clément. Villa perchée sur des collines, vin Chianti et rire autour de la piscine. Sophie rencontra un garçon italien, Léa écrivit des sonnets sur l'horizon. Une nuit, autour d'un feu de camp, Julien porta un toast à l'amour qui surprend. Comme mes filles, qui m'ont appris à vivre. Les étoiles clignotèrent en approbation. Mais le drame rôdait. De retour, un accident mineur, Clément, en moto pour livrer des livres éco-cruels à Marc, glissa sur une flaque d'huile place de la Concorde. Blessure légère, mais Julien, au chevet à l'hôpital Saint-Louis, revécut toutes les peurs. Ne me laisse pas, murmura-t-il. Clément, pensait, sourit, jamais. On adopte ensemble, maintenant. Les filles, volant à l'hôpital avec des fleurs et des blagues, surprirent encore, papa, t'es un aimant à drame. Mais on adore ça. Leur humour, leur force, dissipa les ombres. L'automne suivant, Paris se parant de ses couleurs automnales, Julien Moreau, à 50 ans révolus, se tenait au bord d'une nouvelle ère. L'adoption avançait, un petit garçon de 5 ans, orphelin d'un foyer de banlieue, nommé Théo à un nom simple, comme une promesse de normalité. Clément et lui avaient rempli des montagnes de papier, assisté à des entretiens où leurs histoires entrelacées avaient ému les assistantes sociales. Vous formez un foyer solide, avait dit l'une, une femme aux cheveux poivre et sel. Sophie et Léa, tatis autoproclamées, avaient déjà tricoté des écharpes et prévu des sorties au jardin d'acclimatation. La Sorbonne honorait Julien d'une chaire permanente sur l'histoire des minorités, et son essai sur le coming out tardif, publié chez Gallimard, devint un best-seller discret lu par des hommes de son âge, ces quinquagénaires en crise qui osaient enfin. Elisabeth, enceinte de Laurent, rayonnait lors des dîners familiaux, un demi-frère pour les filles, plaisantait-elle, effaçant les rancunes dans un éclat de rire partagé. Clément, guéri de ses démons, exposait ses propres écrits, un recueil de poèmes sur le deuil et la Renaissance, dédié à Julien. À l'homme qui m'a appris à rouler sans peur, y lisait-on. Leur vie était un tissu d'amour tissé patiemment, matin avec Théo courant dans l'appartement, après-midi à la librairie où le petit empilait des livres comme des tours Eiffel miniatures, soir où Julien et Clément dansaient nus sur du Brel, le vinyle crachotant. Mais le climax arriva comme un orage d'été, soudain et violent. Lors d'une manifestation pour les droits trans, Clément et Julien y participaient, banderole arc-en-ciel en main, une contre-manifestation homophobe dégénéra. Cris, insultes, et soudain, une bouteille vola, heurtant Julien à l'épaule. Il tomba, le sang coulant d'une entaille superficielle, et dans la panique, Clément le protégea, prenant un coup de poing au visage. La foule hurla, la police intervint, mais pour Julien, le monde se réduisit à ce moment, Clément à terre, le sang sur son front, écho tragique à Marc. À l'hôpital, sous les néons blafards, Julien veilla, le cœur serré. « Pourquoi t'as fait ça » murmura-t-il quand Clément reprit conscience. « Parce que je t'aime. Et Théo nous attend. » Les filles arrivèrent en trombe, Sophie avec son téléphone filmant pour un poste militant, Léa avec des larmes et des câlins. « Papa, Clément, vous êtes des héros. » Elisabeth, alertée, posa une main sur l'épaule de Julien, « Vous avez gagné. Regarde-les, elles sont votre force. » Le scandale médiatique suivit, attaque homophobe sur le couple Moreau au titre à Libération. Les arrestations plurent, et Julien témoigna au procès, sa voix ferme, « Ce n'est pas une agression isolée. C'est la haine qui nous pourchasse depuis des siècles. Mais l'amour gagne. » Pierre, réconcilié, organisa un fonds de soutien, la communauté queer de Paris se mobilisa, transformant la douleur en solidarité. Théo arriva 2 mois plus tard, un petit garçon aux yeux noisettes et aux boucles brunes, qui serra Julien dans ses bras minuscules. « Papa ? L'autre aussi ?» Clément rit, les larmes coulant, « Oui, 2 papas. Pour double d'amour. » La maison s'emplit de cris joyeux, de jouets éparpillés, et Julien, berçant Théo endormi, songea à sa vie, du mensonge à la lumière, de la trahison à la rédemption. Le dénouement fut humain, poignant. Un an jour pour jour après le coming out, la famille élargie se réunit au Pont des Arts, cadenas d'amour accroché au garde-fou, un rituel romantique, malgré les interdictions. Sophie, maintenant en école d'art, offrit un dessin, le pont, la Seine, tous unis. Léa lut un poème, dans les méandres du fleuve, l'amour trouve son lit. Elisabeth, avec son bébé dans les bras, sourit, surprise totale, Julien. Tes filles nous ont tous sauvés. Clément, serrant la main de Julien, murmura, et toi, nous.
Sous le soleil couchant, l'Eiffel scintillant, Julien leva les yeux au ciel. Pas de happy end hollywoodien, pas de tragédie shakespearienne, juste la vie, avec ses crus et ses calmes, ses amours tardifs et ses surprises filiales. Paris, éternel, les enveloppait de sa grâce mélancolique. Et dans ce moment, Julien sut, il était enfin chez lui.